Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle rencontre The Good Company. Alors aujourd'hui, nous parlerons d'économie collaborative, de ses principes à sa mise en œuvre, avec notamment Colidé, la plateforme d'animation communautaire. Comme nous en avons l'habitude maintenant, nos rencontres se déroulent à la fois en présence, en physique, donc à l'Ethics Village aujourd'hui avec vous, et puis à distance avec ceux qui sont avec nous derrière leur écran. Alors, pour que notre rencontre se passe au mieux, je vais partager avec vous quelques bonnes pratiques, notamment, si possible, je vois qu'il y a quelques caméras éteintes. Si vous en avez la possibilité, je vous invite à les allumer pour davantage de convivialité. Vous pouvez également, même si je vois que certains l'ont fait, inscrire votre nom, prénom. Bonjour Amandine qui nous rejoint. Nom, prénom, en modifiant via les 3 petits points en haut de votre vignette. Vous pouvez indiquer donc votre identité en utilisant l'option renommer. Ensuite, pour davantage de confort, on pilotera les micros. Donc, vos micros seront coupés par notre régie. Si bien sûr vous avez envie de participer ou de participer bien sûr oralement avec nous qui sommes physiquement ici à l'Ethics Village, vous levez la main, soit parce que je vous vois, soit virtuellement à l'aide de l'outil de Zoom. Et puis, si vous rencontrez quelconque souci technique, vous pouvez, je crois qu'il y a une vignette qui s'appelle support technique, vous pouvez écrire directement et comme ça, on vous accompagnera à résoudre votre problème. Alors, je crois qu'on est prêt. On peut démarrer cette rencontre. Je le disais, on va parler aujourd'hui d'économie collaborative. Alors, économie collaborative, vous allez me dire de quoi on parle. On parle d'usage partagé, on parle de communauté, on parle de projets dans l'intérêt des uns et des autres, on parle de beaucoup de choses. Ce n'est pas si simple de comprendre ce qui se cache derrière cette notion. Et pour démarrer, peut-être pour introduire justement cette notion d'économie collaborative, je vais inviter donc Thierry Pédeloux, fondateur d'Ethics Group, à partager sa vision de ce qu'est l'économie collaborative à l'échelle de notre société. Vaste sujet, vous avez 15 minutes Thierry. Et donc je vous propose de partager avec vous votre vision de l'économie collaborative. Je n'ai jamais aimé faire du surplace, et ce depuis toute petite. J'avance, je ne regarde jamais en arrière. Je m'impose des défis et m'ouvre à mon environnement. Apprécie les choses simples. Change de point de vue. Ne prends pas le chemin le plus facile et cultive cet état d'esprit. Entourons-nous de personnes qui nous inspirent. Soyons agiles et solidaires. Parions sur un monde altruiste. Conjuguons l'émerveillement. Et ensemble, libérons nos organisations. Bien, Clémence, je veux me permettre de prendre la parole qui m'a transmise. Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont présents à l'Ethics Village. Et pour une fois, c'est moi qui suis à distance et à tous ceux qui sont presque à mes côtés de manière virtuelle et derrière tous vos écrans. Ça fait toujours plaisir de se retrouver sur des thématiques un peu qui nous portent ailleurs, qui nous portent en dehors de notre quotidien, même si aujourd'hui, on peut dire que l'économie collaborative a déjà fait son entrée dans notre quotidien, mais peut-être qu'elle est en train d'accélérer cette entrée, comme peut-être nous allons le voir tous ensemble ce soir. Alors,
on a souhaité vous repasser cette vidéo que peut-être un grand nombre d'entre vous ont déjà vue, parce que cette vidéo qui incarnait déjà les valeurs et ce que l'on portait avec The Good Company il y a quelques années déjà, finalement était peut-être les prémices ou s'inscrivait dans cette dynamique déjà de réflexion sur une économie collaborative. Alors, tel qu'on l'entend aujourd'hui, peut-être il y a des choses qui ont évolué, mais tout cela prend assurément une autre dimension, a une nouvelle résonance, même si l'essor de l'économie collaborative remonte aux années 2010-2013, où on commençait à parler de l'économie du partage, et peut-être même bien avant. En tout cas, ce que l'on peut constater, c'est que les différentes crises successives nous interrogent à chaque fois sur nos modèles, même si systématiquement on revient sur nos modèles anciens ou traditionnels, tellement on les a pratiqués et ils sont ancrés dans notre quotidien. Mais ce que l'on ressent aussi, c'est que l'économie circulaire, l'économie solidaire, l'économie collaborative maintenant rassembler des millions de personnes déjà en 2013-2016, il y a eu pas mal d'études là-dessus, mais qu'avec cette dernière crise, fort probablement, c'est plus que des millions de personnes que ça rassemble, en tout cas dans l'intention. Il est évident aussi que si on s'interroge sur l'environnement socio-économique et sur le modèle économique aujourd'hui, c'est non seulement sous l'influence de ces crises, mais parce qu'elles nous touchent finalement de plus en plus près. Et on ressent aussi une crainte vis-à-vis de la mondialisation, vis-à-vis de la macroéconomie qu'on ne maîtrise plus très bien et qui n'est plus vraiment en accointance avec nos souhaits d'ancrage territoriaux, de proximité. Et on l'a vu avec les confinements qui nous ont obligés d'aller consommer peut-être un peu plus en circuit court. On en parlait avant, mais à chaque confinement, on est allé assez volontairement à se dire, bien maintenant finalement, consommer à proximité, c'est aussi travailler pour l'environnement, c'est aussi faire évoluer son mode de consommation. Et en faisant évoluer notre mode de consommation, on devient acteur finalement de l'évolution de la société, on devient des consommateurs. Et c'est aussi le principe de départ de l'économie collaborative. Quand on a vu, alors bien évidemment, des choses se sont passées depuis les premières réflexions, et nombre de startups, je dirais, se sont engouffrés dans cette intention, et en plus, avec les nouvelles technologies et l'avènement des plateformes numériques, on a vu le Bon Coin, qu'on connaissait bien en France, arriver et prendre sa place, rapprocher les particuliers les uns des autres dans une idée de faire des échanges de valeurs, des achats directs de particulier à particulier. On a vu dans un autre registre arriver plus récemment Blablacar dans l'idée de partager ce moyen de locomotion. Et pour certains, d'ailleurs, le partage s'est transformé en absence personnelle de propriété en termes de moyens de locomotion, mais plutôt aller faire usage de moyens de locomotion qui n'étaient pas de sa propriété. Donc, on a vu avec l'avènement de ces plateformes numériques, finalement, une volonté que la technologie, quelque part, nous rapprochait les uns des autres. On l'a vu d'une autre façon avec le confinement et l'usage des Zooms comme nous faisons aujourd'hui et d'autres subterfuges en termes de visioconférence. Mais on ressent en même temps un vide dans la relation sociale, s'installer peut-être dans la relation sociale
avec ce qu'on a vécu, a fortiori, mais aussi une évolution assez sensible des volontés de consommation. Alors, ce qui est paradoxal, c'est que d'un côté, l'économie met en difficulté les moins favorisés, on va dire socialement, jusqu'aux classes moyennes d'ailleurs. Donc on voit bien qu'on a un problème de pouvoir d'achat qui est en train de se dessiner à nouveau, et on l'a vu déjà se dessiner avant cette crise, mais il va s'amplifier. Et en même temps, on ne sent pas une volonté de moins consommer, bien au contraire. Donc là, il y a un gros paradoxe que l'on doit arriver à adresser. Et nous sommes assez convaincus que l'idée de l'économie collaborative, non pas à l'échelle de l'individu tel qu'on l'imaginait au départ, mais à l'échelle des organisations, de communautés d'individus, à la fois de communautés d'entreprises qui peuvent rassembler des valeurs pour créer de la survaleur, donc collaborer effectivement pour partager in fine les richesses avec tous les acteurs qui contribuent à la génération de cette survaleur pour des communautés de consommateurs qui eux-mêmes pourraient agir sur cette création-là, de telle sorte qu'on crée progressivement, dans un mouvement, je dirais, collectif et peut-être plus harmonieux, une envie d'agir et de faire mieux ensemble, à la fois dans une dynamique sociale comme dans une dynamique économique et environnementale surtout. Donc, la difficulté dans ce schéma, et on le voit bien encore aujourd'hui, c'est que cette économie collaborative, et c'était l'idée du mouvement The Good Company d'ailleurs, vient se confronter à une société que l'on connaît tous et que l'on reconnaît tous comme très individualiste, mais que l'on subit au final. Alors oui, tous les schémas nous poussent peut-être à être de plus en plus individualistes, mais pour autant, on sait aussi très bien que c'est dans le collectif et dans la relation sociale que chacun d'entre nous, on se réalise. Et l'entreprise est forcément un acteur clé puisqu'elle fédère un collectif. Alors, ça ne veut pas dire que c'est la fin des freelances, des auto-entrepreneurs, des artisans, des entreprises individuelles. Non, ça veut dire que on doit quelque part trouver à élaborer des communautés de sens et d'intérêt de façon à agir ensemble plutôt que contre ou en compétition. Alors c'est une question ouverte, est-ce qu'on peut aller dans un sens où on exploite au mieux l'intelligence collective et on réduit peut-être des tentations de notre modèle de pousser toujours plus fort la compétition et la concurrence? Est-ce que la concurrence est si vertueuse que ça? On peut en débattre, hein, personne n'a une réponse claire sur le sujet. Ou est-ce que la coopération et la collaboration peuvent prendre le relais pour finalement s'engager dans une dynamique beaucoup plus vertueuse et en tout cas plus humaniste? Ce que l'on peut constater par rapport à ça, c'est que aussi à l'échelle mondiale, on se pose des tas de questions, puisqu'il y a les débats sur le climat, vous le savez, et on voit bien qu'il est inéluctable que nous changions notre façon de faire, avec toutes les incidences sur notre économie, sur notre environnement social, sur notre société. Et donc, de nouveaux critères apparaissent dans le monde financier. Les fameux ESG, environnement, social et gouvernance, avec une volonté d'être plus utile à l'humanité et certainement plus raisonnable en termes de social et d'environnement. Sauf que on est entre deux. On est vraiment entre deux. Peut-être qu'il y a une accélération de la prise de conscience sous l'effet de la crise que nous connaissons encore aujourd'hui. Mais tous ces éléments-là doivent cohabiter, je dirais, avec des modèles qui ne les intègrent pas.
Donc, une entreprise est prise entre deux feux, comme le consommateur est pris entre deux feux, dans ce paradoxe que j'évoquais tout à l'heure. Le consommateur, il veut consommer raisonnablement, de manière peut-être plus éthique lui-même, mais il a toujours envie de consommer. Et puis les entreprises, c'est pareil, elles voudraient bien être toutes entreprises à mission sociale et environnementale, faire des efforts dans ce sens, mais ça va en contradiction avec ce que lui impose son modèle, et le modèle économique en particulier, qui prône évidemment la rentabilité, la profitabilité sur des moyens assez classiques et des équations financières et mathématiques et comptables assez classiques. Donc, dans cet entre-deux, notre conviction, et on est là pour la partager aujourd'hui, c'est que l'on doit probablement prendre tous nos responsabilités. Mais prendre nos responsabilités seuls, ça sera compliqué. Donc, il est bien évident qu'il va nous falloir agir et faire ensemble et arriver à constituer de ces communautés de sens que j'évoquais. Penser à des communautés de sens, ça ne veut pas dire perdre son identité, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de débat, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de concertation, mais au contraire. C'est tout de même essayer de mettre un peu d'ordre pour avoir un peu plus de force, d'ordre dans le sens harmonie, une façon finalement de se rapprocher les uns des autres dans des schémas collaboratifs à forte valeur ajoutée. Alors la clé, vous me voyez venir, elle est dans l'impulsion collective, dans la volonté d'agir et de faire ensemble, je l'ai déjà dit, aux antipodes de l'individualisme que l'on connaît. Dans ce contexte, l'économie collaborative avec The Good Company et ces 9 fondamentaux que vous avez rapidement vu apparaître nous paraît être une bonne dynamique pour aller vers plus d'humanisme. Et c'est pour ça que pendant des années, nous avons initié et pris des initiatives plus exactement, comme le mouvement The Good Company en lui-même, mais comme ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire essayer de rassembler des acteurs de tout horizon pour parler de thématiques de fond et qui sont importantes et pour pouvoir mieux se comprendre et mieux agir et partager des idées partagées qui font grandir. Et dans ce contexte, en 2020, nous avons continué à aller dans ce sens-là et avec ce but toujours de rassembler. En avril, me semble-t-il, si ma mémoire est bonne, on a lancé l'appel solidaire 2020 qui rassemblait des PME qu'on est allé chercher, droite et de gauche, qui nous ont rejoints, des PME ancrées dans leur territoire, puisque cet ancrage territorial est un ancrage de proximité et nous paraît essentiel pour ce que l'on souhaite vivre aujourd'hui. On a lancé des concertations à l'issue de cet appel solidaire, d'ailleurs, dans ce cadre, sur le tourisme, comment relancer le tourisme avec les difficultés que l'on connaît, des concertations sur les tiers-lieux, autrement dit, la façon de vivre autrement son cœur de ville, comme son entreprise, comme son organisation. Et tout cela, vous le verrez dans les interventions qui vont suivre, se sont bien concrétisées. On a lancé depuis quelques années aussi Ethics Yachting et Club One, qui paraît peut-être bien loin de ce que nous sommes, mais en fait qui intervient dans un territoire qui est la côte occitane et en particulier la côte vermeille, qui est un territoire en difficulté économique et sociale depuis pas mal d'années maintenant, et pourtant qui est plein d'attractivité. Et on a choisi cette initiative pour impulser, et c'est peut-être au cœur de l'économie collaborative, non pas une économie de possession, mais une économie d'usage. Donc, comment on peut utiliser en l'espèce des bateaux en les partageant plutôt qu'en les possédant
et en faisant en sorte que finalement les usages soient plus raisonnables et plus équitables peut-être. Et pour finir, avant de céder la parole, je voudrais dire un mot de Colidé parce que Clémence l'a dit, mais Colidé, là aussi, ça fait des années qu'on élabore cette plateforme digitale qui est toute tournée vers l'intelligence collective, que l'on utilise pour des concertations publiques, privées, à l'intérieur d'organisations ou au sein des collectivités, où je dirais, n'importe qui peut lancer une initiative d'intelligence collective pour lancer un projet d'intérêt commun. Colidé est fait pour ça. Plus qu'un outil, c'est une volonté, c'est un levier, je dirais, de transformation des organisations et des territoires, mais justement dans cette dynamique collaborative, d'économie collaborative, mais plus que ça, vous l'avez bien compris. Donc, pour conclure, je me dis qu'on a quand même une opportunité à ne pas louper aujourd'hui pour incarner un monde comme nous le voudrions. Et même si le chemin nous paraît tortueux, escarpé, compliqué et long et très incertain, je crois qu'il est de notre responsabilité individuelle de ne pas attendre après les uns les autres, de ne pas chercher la critique d'une chose ou d'une autre, mais de commencer à faire des petits pas qui deviendront des grands pas et, comme on dit dans l'histoire, un grand pas pour l'humanité. Merci de votre attention. Merci Thierry, merci pour cette introduction, le partage de cette vision. Alors j'ai noté quelques mots de ce que tu nous as partagé, collaborer avec des acteurs pour créer une survaleur, faire mieux ensemble dans une dynamique sociale, économique, environnementale, créer des communautés de sens et d'intérêt de façon à agir ensemble. Et puis la clé qui est dans l'impulsion collective et parfois dans l'impulsion tout court, j'ai envie de dire, et c'est le sens de la séquence qui va suivre. Tu l'as évoqué, on a été nous-mêmes à l'initiative et à l'origine de quelques initiatives dans ce schéma-là. Et c'est l'objet du temps qui suit, un modèle des principes qu'on incarne chez Ethics Group. Je vous propose donc un temps d'échange, de partage d'expérience avec nos invités du jour. Alors, donc pour débuter ce tour d'horizon, donc, qui va nous permettre de comprendre comment on passe justement de l'ambition à des actions concrètes dans une dynamique d'économie collaborative, je vais m'adresser à toi Marie. Bonjour Marie. Bonjour Clémence, bonjour alors, à tous. Il en a parlé Thierry en introduction, il a parlé de cet appel solidaire qu'on a lancé en 2020. Tu as grandement contribué. Est-ce que justement tu peux nous raconter l'histoire de cet appel et puis en quoi ça a consisté concrètement? Alors c'est très simple, effectivement. En 2020, on a tous vécu une situation commune et une situation assez extraordinaire. On s'est tous retrouvés confinés dès le mois de mars. Et dès les premiers jours, on s'est dit qu'on aurait certainement beaucoup à gagner, à échanger, à s'ouvrir vers les autres et à voir comment les uns les autres nous vivions cette expérience finalement commune que nous vivions au sein de nos organisations et au-delà. Donc on a lancé dès les premiers jours un appel solidaire, un élan auprès d'entrepreneurs, comme le disait Thierry, de dirigeants, d'acteurs économiques du territoire. Ce qui a lié tous ces acteurs, c'est vraiment l'ancrage territorial sur le bassin toulousain. Et de se réunir ensemble pour partager sur nos préoccupations, sur ce que nous vivions, nos expériences du moment. Une situation assez extraordinaire. Quand on l'a lancé, on ne pouvait pas savoir ce sur quoi ça allait aboutir forcément, mais on s'est dit qu'il y a forcément quelque chose à gagner, à se réunir, à partager ensemble. Et on vivait tous quelque chose d'assez difficile, d'assez extraordinaire, perte de repères. Donc le simple fait de se retrouver, on se retrouvait plusieurs fois par semaine pour partager les préoccupations, les idées, ça aide tout simplement à phosphorer, à se projeter ensemble vers une issue, vers des solutions. On va dire le trait commun aussi de tous ces acteurs qui se réunissaient, on a très rapidement partagé le constat que ce qu'on vivait aujourd'hui, c'était assez profond, une transformation profonde de la société. On était convaincus que les organisations dans lesquelles nous travaillions ne redémarreraient pas demain, comme elles s'étaient arrêtées la veille du confinement, et qu'il allait falloir se transformer en profondeur, parce que la relation avec le marché serait différente, les comportements des consommateurs différents,
parce qu'au sein de nos organisations, tout a été complètement chamboulé avec le télétravail. Donc on a très rapidement mesuré, je crois, la profondeur de la transformation qui est allée s'ouvrir devant nous de ce champ d'innovation et de création. Et dans un champ d'incertitude, effectivement, le fait de se retrouver, d'échanger, a très rapidement permis de créer du lien, de l'entraide. Et petit à petit, en se retrouvant très, très fréquemment, est né, alors je ne sais pas si on peut parler d'une communauté, mais en tout cas ce groupe d'acteurs qui prenaient plaisir à se retrouver et où on voit des liens se tisser, peut-être de l'entraide, de la solidarité pour se retrousser les manches et imaginer la suite. Et est-ce que justement, alors tu parles on les voit d'ailleurs à l'écran, hein, tous ces acteurs qui se réunissaient régulièrement. On est quoi? On est un peu plus d'un an après le lancement de cet appel. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des choses concrètes qui ont vu le jour? Thierry parlait de quelques initiatives, du tourisme, des tiers-lieux. Est-ce que tu peux nous partager justement des résultats ou à minima des étapes concrètes qui ont été franchies? Oui, effectivement, il y a eu ces deux initiatives, on va dire assez emblématiques. Au-delà de ça, il y a forcément des échanges, des relations qui se tissent, mais 2 initiatives fortes en sont ressorties, très concrètes. La première sur le tourisme, effectivement, la seconde sur les tiers-lieux. Alors sur le tourisme, là, on est sur un marché qui a été très rapidement et fortement impacté par tout ce que nous avons vécu l'an dernier. Et dans ce tour d'horizon de l'appel solidaire, quand on voit les personnes qui étaient présentes, il y avait notamment Simon Manoukian, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, qui aurait pu nous partager un petit peu la façon dont il a vécu cet élan. Simon Manoukian, qui est le directeur de l'Holiday Inn à Blagnac, et qui était fortement acteur dans cet appel solidaire et qui a lui aussi fait résonner cet élan auprès d'acteurs du tourisme toulousain et au-delà sur la métropole, avec l'idée de se réunir là aussi. Leur marché était fortement chamboulé et de se dire comment on peut imaginer ensemble une nouvelle offre singulière de Toulouse pour relancer l'activité touristique. Ils se sont très rapidement projetés sur l'été 2020. Est-ce que ça va repartir? Comment donner envie à tout à chacun de venir à Toulouse passer un moment? Comment unir les forces locales? C'était vraiment ça le sujet, unir les forces locales, parce qu'il y en a un sacré nombre à Toulouse, pour constituer cette offre singulière. Alors là, quand on se dit une offre de tourisme, on voit très long terme. Mais au-delà de ça, il y a eu des initiatives à plus court terme, puisqu'au travers de cette réflexion prospective, des acteurs ont pu échanger entre eux sur leur façon de vivre le moment, leurs atouts. Dans ce groupe de réflexion, on a des acteurs sur la culture, l'hôtellerie, des lieux de réception, l'art. Et on voit qu'il y a des initiatives, des petites initiatives qui ont pu éclore entre eux, en s'associant pour proposer une nouvelle offre événementielle, proposer de nouvelles solutions. Donc il y a à la fois ce côté très court terme où les uns les autres se sont unis, et à plus long terme où il y a cette réflexion prospective et qui alimente notamment la métropole de Toulouse aujourd'hui sur les idées pour faire rayonner Toulouse plus largement, nationalement et internationalement. Avec potentiellement de nouvelles offres donc. Avec potentiellement de nouvelles offres en combinant des savoirs et une valeur d'une multitude d'acteurs dans le territoire. Au-delà du tourisme, Thierry parlait là aussi de tiers-lieux, donc certainement des choses aussi qui ont vu le jour depuis plus d'1 an. Oui, effectivement. Alors les tiers-lieux, là aussi, c'était un sujet qui était largement revenu dans le cadre des échanges sur l'appel solidaire, où on est vraiment sur un sujet, je crois, qui dépasse chaque acteur individuellement. Les enjeux sont bien au-delà. Ça touche les villes qui cherchent à redynamiser le cœur de ville. On a vu aussi pendant le premier confinement ce retour à son bassin de vie, cette envie de pouvoir contribuer et vivre dans son bassin de vie. Les villes, les villages, les métropoles qui étaient déjà là-dedans se sont largement confortés dans cette vision. Et les organisations vivant une nouvelle façon de travailler avec leurs collaborateurs qui étaient en télétravail chez eux, et en se disant mais forcément le jour où tout ça s'arrêtera, on ne pourra pas redemander à tout le monde de venir à 100% au travail. Il y a une nouvelle façon d'imaginer le travail demain. Donc le tiers-lieu est apparu comme une solution à la croisée des enjeux qui dépassent chacun individuellement, répondant à la fois à une transformation de la société, de nos modes de vie, à une transformation aussi de nos organisations. On a vu ces réflexions frémir. Chez Ethics, on était convaincus. On a créé l'Ethics Village, ce tiers-lieu à Blagnac en 2017. Donc on a animé cette communauté nous-mêmes. On a pris le sujet à bras-le-corps, parce que c'est vrai qu'autour de l'économie collaborative, il y a une communauté. La communauté, elle se crée si elle est animée, si elle a cette envie, cet effort de réunir les personnes et d'animer le groupe. Donc on a lancé des réflexions qui se sont multipliées durant l'été 2020 et qui se poursuivent aujourd'hui.
réunissant des acteurs privés et publics sur ces sujets-là, en partageant tous les enjeux, avec l'idée là aussi d'inventer le tiers-lieu de demain, un espace, un endroit, une destination, on ne sait pas trop comment la définir, mais qui ne ressemble en rien aux espaces de coworking qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, quelque chose de complètement nouveau pour transformer ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc on s'est réunis sur cette vision-là, et depuis on a effectivement avancé en mode de projet sur des sujets, puisque des collectivités ont sauté le pas et se sont engagées. Donc ça se concrétise, tu veux dire? Ça se concrétise totalement sur des collectivités autour de Toulouse. Et nous les accompagnons dans ces réflexions, justement pour que les tiers-lieux de demain soient vraiment des leviers de transformation des territoires et des organisations. Donc on est effectivement sur des sujets en mode de projet là, sur ces thématiques-là. Et alors l'économie collaborative s'illustre par l'enjeu même du tiers-lieu. Et quand nous abordons ces sujets-là avec elle, on y va aussi avec un réseau de partenaires, une communauté de valeurs. Thierry parlait d'une communauté de sens et de valeurs. Et on voit que ce sont des sujets multidimensionnels. Donc on y va, nous, Ethics, avec notre vocation de stimuler l'intelligence collective, d'animer et de faire réfléchir sur la raison d'être d'un tiers-lieu. Mais on a également un architecte qui nous accompagne notamment, un aménageur d'espace. Donc on voit, sachant que les sujets sont multiples, là aussi notre force c'est d'y aller grouper une communauté, agissant avec une autre communauté autour de la collectivité. Avec chacun qui apporte sa valeur Absolument. Dans le projet. Merci beaucoup Marie pour ce partage d'expérience et ce retour concret. Tu le disais, le tiers-lieu, c'est vrai, l'Ethics Village, on n'a pas attendu entre guillemets la crise vu que ça a vu le jour en 2017. Il y a un autre sujet qui a vu le jour en tout cas en 2017 et dont on a été à l'initiative, c'est l'Ethics Biotope. Là aussi, Thierry en parlait tout à l'heure. Et pour en parler, je vais accueillir, ou en tout cas donner la parole à Sandrine. Parce que Sandrine, donc, tu as participé aux réflexions, à la genèse, on va dire, du biotope. Est-ce que justement tu peux nous dire comment ça s'est réfléchi à l'époque, comment ça s'est pensé? Bonjour, pardon. Merci Clémence. Donc effectivement, oui, 2017, ça nous renvoie quelques années en arrière avec cette initiative, l'Ethics Biotope, qui était impulsée par Ethics Group, fort de deux constats. C'est que d'une part, les startups, ce sont les organisations de demain, dont des entreprises, des acteurs ouverts à expérimenter de nouveaux modes de fonctionnement, avec qui on pouvait partager The Good Company, pour venir les expérimenter et voir s'acculturer et voir comment ça pouvait les inspirer pour leurs propres organisations de demain. Et puis la deuxième chose, c'est que finalement on s'est rendu compte que sur l'écosystème toulousain, il y avait un maillon manquant dans l'accompagnement des startups, c'était finalement accompagner pour passer de créateurs à dirigeants d'entreprise. Effectivement, il y a beaucoup d'incubateurs qui accompagnent sur les premières phases, définir un business plan, etc. Mais finalement, il y a plein d'autres problématiques et plein d'autres challenges dans le métier de dirigeant. Et c'est cette idée d'accompagner pour aider à pérenniser les aventures entrepreneuriales que sont les startups. Et puis c'était le moment en 2017 où on a investi l'Ethics Village, qui finalement était plutôt propice à accueillir une communauté de sens et d'intérêt. Et donc Ethics Group a réuni différentes entreprises matures qui se retrouvaient dans cette idée de dynamiser le territoire, de participer à quelque chose ensemble. Donc 10 entreprises matures se sont retrouvées pour co-construire l'Ethics Biotope. Et donc ça, on l'a fait... Exactement. J'allais rebondir sur le terme co-construire. On en parlait tout à l'heure avec Colidé, donc la plateforme d'animation communautaire. Donc c'est justement avec Colidé que vous avez co-construit ce que devait être l'Ethics Biotope, en particulier avec le réseau de partenaires, j'imagine. C'est ça. Effectivement, si Ethics Group était à l'initiative et à l'animation du sujet, on avait vraiment cette volonté d'impliquer, parce qu'on croit en l'intelligence collective très fortement. Donc chacun de ces acteurs, de ces partenaires, avait quelque chose à apporter dans ce dispositif. Donc on a utilisé la plateforme Colidé pour animer nos premiers échanges, pour définir l'offre, pour définir l'accompagnement, le modèle économique, les aménagements de l'Ethics Biotope, etc. Différents sujets. Et puis finalement, c'est une plateforme qui nous a servi aussi à animer les temps de rencontres mensuels, puisque finalement, au-delà de co-construire et de porter ce dispositif, les partenaires étaient impliqués dans une gouvernance concertante pour accompagner et prendre des décisions pour l'Ethics Biotope.
Donc Colidé nous a fortement aidé à animer cette communauté. En ce sens. Et de la même façon que Marie nous partageait comment l'économie collaborative se vivait ou s'incarnait dans ces initiatives d'appel solidaire, comment justement elle s'est concrétisée à l'échelle du biotope, de l'Ethics Biotope? Alors effectivement, il y a de la coopération au quotidien, puisque ce sont des acteurs qui vivent ensemble. Donc être ensemble, ça permet de créer des rencontres. Créer des rencontres, ce sont des potentielles synergies. Donc au quotidien, ce sont des coopérations entre biotopeurs, entre partenaires, mais aussi entre biotopeurs et partenaires. Et puis des synergies où on peut imaginer des offres communes demain. Je pense à AXA, DigiCare qui travaillent par exemple sur comment rapprocher la santé de notre quotidien avec des expérimentations qu'on a fait dans le tiers-lieu. Je pense à 2 partenaires, Ethics Group et TBA, qui travaillent sur une offre commune maintenant, on l'évoquait avec Marie. Peut-être qu'on peut écouter, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, on s'est réunis à l'Ethics Village à nouveau avec tous ces acteurs. Les partenaires ont justement témoigné un petit peu de leur ressenti et de ce qu'est l'économie collaborative. Et l'économie collaborative, finalement, est transférée dans l'initiative de l'Ethics Biotope que tout le monde ici autour incarne finalement, à vouloir agir ensemble, à vouloir s'entraider, à vouloir s'apporter avec des entreprises qui sont jeunes, plus matures, des gens plus expérimentés, des gens un peu moins expérimentés dans des domaines très variés. Et cette différence, c'est autant de synergies qui se créent pour avancer, pour aller de l'avant. Alors, le biotope, en tout cas, c'est ce que Thierry et j'ai poursuivi sa volonté a voulu mettre en place, c'est effectivement créer un espace où les entreprises qui vont être accueillies pourront bénéficier de conseils de la part de professionnels, que ce soit dans l'expertise comptable, dans le droit, dans l'économie en général, mais également de conseils provenant d'autres entreprises hébergées par le biotope. Satisfaction, et que je pense que tous les partenaires ont cette même satisfaction. C'est des temps d'échange, mais c'est aussi des temps d'échange entre les partenaires, et c'est vrai que là aussi, nous apprenons, parce qu'il y a des compétences et des profils différents au sein des partenaires du biotope, qui peuvent tous apporter des compétences différentes, et à la fois au profit des biotopeurs, mais aussi dans les temps d'échange que nous pouvons avoir entre nous. Alors c'est vrai que la découverte et forcément les startups qu'il y a ici, c'est beaucoup d'innovation. Donc c'est vrai que c'est des sujets qui moi au quotidien m'intéressent intellectuellement. Donc forcément si en plus de recevoir je peux donner, c'était complètement la philosophie de la venue au biotope. Donc voilà une rencontre qui a eu lieu il y a quelques semaines, et je rebondirai juste sur le dernier propos peut-être de Damien, recevoir et apprendre. Donc il y a vraiment cette idée de réciprocité qui est vraiment illustrative de cette notion d'économie collaborative. Donc cette communauté, elle vit depuis 2017 et puis elle continue de grandir, puisqu'aujourd'hui c'est Younes qui anime la communauté et qui l'année dernière a développé encore un petit peu cette communauté en faisant entrer des coworkers, donc d'autres entreprises mais aussi des associations qui vivent l'Ethics Village au quotidien. Et cette rencontre il y a quelques semaines était l'occasion de faire rencontrer ces différents acteurs, donc de nouvelles rencontres, de nouvelles synergies qui viennent concrétiser cette idée d'économie collaborative. Cette dynamique. Merci beaucoup Sandrine pour ce témoignage. Et puis on va terminer ce tour d'horizon avec un tout autre champ. Là aussi Thierry en a touché quelques mots en introduction. C'est avec Ethics Yachting autour de son offre de plaisance 100% plaisir pour une navigation responsable. Là aussi une offre imaginée dans une dynamique d'économie collaborative. Donc c'est avec Estelle et Maude à distance qu'on va évoquer ce sujet. Bonjour Estelle. Bonjour à tous. Donc toi aussi, tu as participé aux réflexions à l'époque sur que devait être l'offre d'Ethics Yachting. On a parlé de Club One également. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle optique elle a été pensée et j'imagine aussi avec cette dimension d'économie collaborative à l'époque, je crois que c'était en 2017 aussi. Oui, c'est ça. Alors oui, l'aventure, elle a débuté en 2017. Donc il faut savoir que déjà le marché de la plaisance est un marché très intéressant puisqu'il se transforme petit à petit, même si les freins ils sont encore nombreux.
ça reste un bon candidat à l'économie collaborative de par son économie, ses enjeux financiers, cette forte communauté aussi de plaisanciers et le nombre de plaisanciers qui ne cesse d'augmenter, comme vous pouvez le voir à l'écran. Aujourd'hui, il y a 13 millions de plaisanciers en France. Cependant, la vente de bateaux neufs chute, tandis que la vente de bateaux d'occasion, elle, augmente et la copropriété apparaît. Ce qui montre une forte attractivité de ce marché et qui montre aussi que les solutions n'étaient pas forcément adaptées puisque l'envie de naviguer était là, mais les solutions finalement ne correspondaient pas forcément aux attentes de ces nouveaux navigants, puisque comme vous pouvez le voir aussi, nous avons des nouveaux plaisanciers qui apparaissent. Donc c'est des personnes plutôt jeunes qui cherchent seulement le plaisir de la navigation et pas les contraintes de tout ce que représente l'achat d'un bateau, donc les coûts, le temps et bien d'autres aspects. Et après, nous avons les personnes qui recherchent plus l'expérience et plutôt de temps en temps, sans pour autant s'investir pleinement dans la plaisance finalement. Donc ça, c'est le constat que vous avez fait, c'est ça à l'époque, Voilà. sur le contexte, on va dire, de la plaisance et de la navigation. Exactement. Et du coup, on a décidé d'agir sur ce marché avec pour objectif, comme tu l'as si bien dit, de démocratiser la plaisance et de vivre la plaisance 100% plaisir. Et c'est comme ça qu'est né Club One. Alors, pourquoi Club One aujourd'hui incarne l'économie collaborative ? Tout d'abord par son esprit très communautaire, puisqu'on va rassembler les plaisanciers, mais aussi les partenaires. Donc, on va proposer des services très variés. On va unir finalement toutes nos valeurs pour élargir l'offre, mais aussi de par l'économie, par l'usage, puisque effectivement, ça donne accès à des bateaux haut de gamme pour le prix d'une place de port. Et ça donnera accès à certains jours, comme vous pouvez le voir à l'écran, mais aussi le côté numérique, puisque nous sommes en train de développer une application, mais attention, le numérique au service de l'humain, donc qui viendra seulement appuyer le service et le rendre plus facile, et permettra de co-construire constamment avec nos partenaires et les plaisanciers qui font partie de ce club. Et enfin, les convictions environnementales, ça je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, puisque c'est pour passer de la propriété à l'usage, et surtout aussi avec un enjeu de désengorger les ports, mais je pense que Maud vous le mettra plus facilement en image. Justement, Maud, pour le coup, alors je pense qu'elle est avec nous depuis Saint-Cyprien, depuis l'agence de Saint-Cyprien. Alors bonjour Maud, peut-être juste pour être sûre que... Bonjour. Bonjour. Alors toi, comme le disait Estelle, tu le vis au quotidien. Il y a l'offre telle qu'elle a été pensée, et puis aujourd'hui, on a des plaisanciers qui ont adhéré à cette offre, ce club One, et qui le vivent. Est-ce que tu peux justement nous partager ce vécu terrain de l'économie collaborative ? Bien sûr, avec plaisir. Il y a de nombreux exemples, donc j'ai essayé d'en sélectionner quelques-uns, notamment avec le Club One, qui est un vrai fruit de l'économie collaborative. Un bateau, comme vous le savez, c'est énormément de temps, de finances, aussi de pollution à produire. Donc là, en divisant avec le nombre de membres sur un bateau, grâce à leur adhésion et à leur abonnement, on peut donc amortir les coûts fixes du bateau. Mais aussi, on peut proposer tout un panel, toute une palette de services grâce aux partenaires et à l'économie collaborative qui n'existeraient pas dans de simples rapports marchands de prestataires. Donc là, par exemple, grâce au Club One, on a intégré des partenaires formateurs voile, mais aussi formateurs bateau-moteur. Il faut savoir que quand on passe son permis bateau, il n'y a pas forcément d'entraînement. Là, avec ces partenaires-là, que l'on anime aussi au quotidien lors d'événements, que l'on invite à bord, avec qui on construit, on co-construit, on a pu proposer ces offres communes qui sont riches, beaucoup plus riches que si on avait simplement demandé un service basique. Là, on regarde dans la même direction, on se rassemble et on essaie d'apporter plus de valeur justement dans le secteur du nautisme. Ça se vérifie avec le Club One. Ça se vérifie avec le Club Event aussi, où là, on a des séjours haut de gamme à bord de ces bateaux, ce qui fait que le bateau sort au maximum. Pareil qu'un avion, un bateau, ça coûte de l'argent, notamment quand ça ne navigue pas. L'avion, c'est quand il ne vole pas. Donc là, on peut proposer de l'événementiel, mais aussi du temps à bord pour les membres Club One.
mais aussi essayer d'aller un petit peu apporter cette étincelle d'usage partagé aux propriétaires de bateaux. On l'a vécu il y a 2 semaines. On a eu un séjour magnifique à bord de 3 bateaux. Pourtant, on est propriétaire en nom propre de 2. Et bien, en fait, c'est notre catamaran qui est rentré dans la danse du Club One et qui a proposé son bateau sur une journée. Alors, pourquoi pareil? Ce n'était pas un rapport marchand. L'objectif, là, était de faire, bien sûr, naviguer le bateau, parce qu'un bateau qui navigue est un bateau qui vieillit bien, mais aussi de partager une expérience avec des individus qu'on ne connaît pas. Donc, on avait le propriétaire du bateau, notamment à bord, qui a rencontré les personnes qui venaient passer un événement complètement hors du temps sur une journée. Donc, cette journée était mémorable, forcément. Et surtout, on avance petit à petit vers ce Club One propriétaire qui amène de plus en plus les plaisanciers à se poser des questions sur la propriété, comment est-ce qu'on peut imaginer de mieux partager peut-être son plaisir de la plaisance, ses connaissances. Il est difficile aujourd'hui de rentrer dans cet univers. C'est presque une autre langue d'ailleurs, comme on le dit ici. Donc c'est aussi permettre plus facilement, plus simplement des néo-navigants ou des personnes qui n'y connaissent rien, d'intégrer ce bel univers avec toujours plus de simplicité. Voilà un peu pour un exemple terrain, parce que c'est vrai qu'on navigue quasiment tous les jours ici. C'est la pleine saison, mais il s'est vérifié encore une fois avec il y a peu un bel événement aussi avec la capitainerie de Saint-Cyprien. Et là, les partenaires ont tous apporté une belle valeur ajoutée à cet événement. ETX Group était bien sûr garant de l'animation et de la production de la rencontre, mais chaque intervenant, comme par exemple, je pense à Benjamin Rousseau de Navilly ou le capitaine de la capitainerie, M. Beria, on peut en citer d'autres, d'Advanced Trekking, Kineis. Et c'est chaque acteur qui a apporté sa valeur ajoutée et qui a permis en fait à ces 2 plateaux interconnectés, Toulouse et Saint-Cyprien, et les participants de se poser des questions sur l'avenir de la plaisance, sur les nouveaux services qui arrivent et qui permettent à tous tout simplement de mieux vivre et de mieux partager ce plaisir et cette passion. Merci beaucoup, Maud. Donc là, on le voit, 2 exemples aussi assez concret sur comment, en fédérant tout un réseau d'acteurs, on crée cette survaleur qui parfois réside aussi, j'ai envie de dire, seulement dans l'échange et dans toute la dimension humaine que cela peut apporter. Je vous remercie vraiment à toutes, mesdemoiselles, mesdames, pour ce partage très pragmatique de votre vécu de l'économie collaborative. Et donc, du coup, une fois n'est pas coutume, pour tous nos rendez-vous The Good Company, on termine avec un temps de partage, de réflexion, lors d'un temps d'intelligence collective. Nous allons réfléchir ensemble, bien sûr, à un sujet... au sujet de l'économie collaborative. Le sujet du jour est comment, à l'échelle de notre travail quotidien, pouvons-nous mettre en œuvre les principes d'économie collaborative. Là, ce qu'on vous propose sur un temps d'intelligence collective, alors que ce soit avec notre table digitale à distance ou les tables physiques ici à l'ETX Village, vous avez un animateur de table qui est à vos côtés pour animer ces échanges. Donc, réflexion sur, on va dire, notre impulsion individuelle dans une dynamique collective. En quoi pouvons-nous contribuer à la mise en place d'un tel modèle et donc à l'échelle, on va dire, de notre travail quotidien, si on le projette dans notre quotidien. On se retrouve tout à l'heure pour la restitution. Bons échanges. Si on regarde le nuage de mots de l'ensemble des contributions, vous avez énormément partagé, échangé ensemble sur le fait, la nécessité justement d'animer ces échanges.
Quand on a pris conscience de ce que cela peut apporter au sein d'un groupe, toute la richesse, les idées qui peuvent naître des échanges, on se rend compte que ça nécessite une certaine énergie, quelqu'un qui endosse ce rôle d'animer les échanges, de créer les rencontres, de partager les besoins, d'aller chercher les uns les autres pour instaurer ce climat d'échange. Si on regarde alors au travers le nuage de mots, non, ne s'apparaît pas encore. Vous verrez dans le nuage de mots, il y a un terme fort qui ressort, c'est la confiance. Pour arriver à créer ce climat d'échange, ces partages, ça nécessite d'évoluer et d'échanger dans ce climat de confiance. Vous évoquez qu'au travers de ces échanges, finalement, on peut passer d'un champ de concurrence à un champ de solidarité, s'entraider les uns les autres. Une fois que cette confiance est instaurée, ça permet d'avoir des échanges beaucoup plus ouverts. Dans ce champ, on se rend compte que ce qui devient important, et d'autant plus avec ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que les rencontres physiques sont très importantes. Pour arriver à créer ce climat de confiance, c'est cette bonne qualité d'échange. L'important aussi est dans cette relation à l'autre, dans l'humain. Voilà un petit peu, on va dire, tout ce qui ressort globalement de ces échanges. Voilà, c'est ce besoin de mettre l'énergie. Les échanges ne se font pas naturellement. Oui, de donner l'impulsion et après d'animer tout ça. Je pense que ça s'est senti aussi au travers des témoignages tout à l'heure. Alors, est-ce que, au-delà de cette synthèse, on va dire, transverse sur ce qui s'est dit, est-ce qu'on a des idées plus concrètes qui ressortent des échanges ? Oui, alors effectivement, il y a eu des idées très très concrètes pour voir dans le quotidien ce que chacun peut faire pour œuvrer dans le sens de plus de solidarité, d'économie collaborative, de partage. Alors il y avait aussi, on en a épinglé quelques-unes que vous voyez à l'écran. Ces échanges, ça peut être aussi prendre l'initiative de se dire on va se regrouper dans un lieu extérieur pour avoir une autre qualité d'échange, d'écoute, pouvoir se retrouver. Alors on a largement parlé des tiers-lieux dans l'introduction, pouvoir se retrouver dans ces lieux hybrides qui stimulent la créativité, l'échange hors cadre. Des idées très concrètes également. Comme vous le voyez, il y a cette idée de mobilité partagée. Pouvoir venir, pourquoi pas en vélo, au travail et le partager le cas échéant avec ses collègues. Donc des idées très concrètes, comment chacun peut œuvrer dans son quotidien, par exemple sur la mobilité partagée. Il y a d'ailleurs plusieurs idées qui vont en ce sens-là, on les voit tout à fait à l'écran. Un autre groupe d'idées également, c'est le fait de réfléchir à un autre mode de contribution que monétaire, que financier. Comment partager de la valeur autre que financière. Donc c'est là qu'on revient sur des notions peut-être un peu plus anciennes de troc, d'échange. J'ai vu des idées comme ça arriver. Mais en tout cas, comment trouver cet échange de valeur qui ne passe pas par l'aspect monétaire. Il y a également beaucoup d'idées sur la mutualisation des compétences. Finalement, on voit que la richesse, l'échange se crée beaucoup dans la mixité de compétences et également qu'on peut partager ces compétences et en faire bénéficier un plus grand nombre, en faire bénéficier d'autres entreprises. Ça permet d'avoir des compétences pointues, des expertises et de se les partager plus globalement. Finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que les frontières de l'entreprise avec l'économie collaborative s'estompent et on réfléchit plus à l'échelle d'un écosystème pour réfléchir intelligemment sur comment partager de la valeur, mutualiser des ressources pour créer une valeur supplémentaire. Créer cette fameuse survaleur. Bien sûr, cet espace, il reste ouvert. Donc, évidemment, si vous souhaitez contribuer ou du moins retourner, consulter toutes les idées qui ont été partagées, n'hésitez pas, bien sûr, à le faire. On a utilisé encore une fois Colidé pour ça ce soir. Notre rencontre touche à sa fin. Donc déjà merci beaucoup pour votre participation. C'était la dernière rencontre avant cette période estivale. On va se retrouver à la rentrée avec deux sujets, je crois. Un sujet d'innovation citoyenne, alors ce sera en septembre, un sujet d'innovation citoyenne pour redynamiser nos cœurs de ville avec des tiers-lieux, créateurs de valeur. Donc, si vous n'avez pas compris que c'est un sujet qui est cher à notre cœur, là au moins vous l'aurez perçu. Et puis notre sujet d'innovation managériale fin septembre, où là on parlera évidemment d'un sujet plus que d'actualité, comment fédérer, rassembler, soutenir ces équipes dans un contexte distanciel. Donc voilà pour les sujets autour desquels on aura plaisir à se retrouver à la rentrée. Encore merci à tous pour votre participation et puis à très bientôt. Merci. Merci à tous, au revoir.